Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jessica Hollander, que je vais laisser se présenter. Alors Jessica, je la connais bien parce qu'on travaille ensemble à la Fabrique à Bonheur et que j'ai choisi de l'interviewer aujourd'hui sur les livres qu'elle a écrits. Elle va nous raconter tout ça. Donc, bonjour Jessica. Bonjour Isabelle. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Oui, je peux le faire. Donc, je m'appelle Jessica Hollander, je suis praticienne en psychopédagogie positive, thérapeute en systémie familiale et formatrice, notamment à la Fabrique à Bonheur. Effectivement, je suis là, merci Isabelle pour ton invitation, parce que j'ai écrit plusieurs livres, dont là j'ai en tête 3 d'entre eux. Un livre donc ce sont des livres pédagogiques à destination des personnes qui sont dans le champ de mes compétences, enfin qui sont intéressées par le champ de mes compétences, notamment les parents, essentiellement les parents. Donc j'ai écrit un petit cahier qui s'appelle J'aime apprendre, sur la notion d'apprentissage. Un livre sur la relation parent-adolescent, parce que pour moi, l'adolescence, c'est un passage très intéressant. Et donc, il s'appelle La crise d'ado n'aura pas lieu. Et un livre dans la collection de la Fabrique à Bonheur, qui s'appelle Petit mouvement, grand bénéfice, sur l'importance du corps, notamment dans les apprentissages et dans notre développement. Donc déjà, 3 livres, mais tu avais collaboré sur un autre livre avant, donc oui. Tu as testé la coécriture et l'écriture seule. Oui, absolument. Donc, ma première question est la suivante. Est-ce que tu as toujours eu envie d'écrire ou ça t'est tombé dessus un matin par hasard? Comment ça s'est posé à toi, cette envie d'écrire? Oui, c'est très intéressant. Alors, j'ai toujours eu un carnet intime. Donc en fait, j'ai toujours écrit ce qui se passait dans ma vie, la manière dont je vivais les choses. Ça me permettait de m'exprimer, de me comprendre aussi, je pense un petit peu. Donc ça, c'est vraiment mon premier lien avec l'écriture. Mais je ne me suis jamais vue une destinée d'écrivaine. Je pense que je me suis, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais être poète et écrire des poétesse, et écrire des poèmes. Mais en fait, j'ai pas ça depuis que je suis toute petite. En revanche, c'est une rencontre qui m'a permis de me confronter, parce que moi je vais vraiment parler de ça quand même, à ce processus créatif. J'ai créé une association qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Happy Lab. Et dans le cadre de cette association, une éditrice est venue me voir et m'a demandé d'écrire un bouquin collaboratif sur l'aventure Happy Lab. Et ça a été une vraie rencontre avec cette éditrice-là. Et en fait, elle m'a permis de m'autoriser à envisager, ça fait beaucoup de mots, mais c'était vraiment ça qui se passait, m'autoriser à envisager écrire. Parce que je crois qu'il y a une question de légitimité qui a été difficile à traverser pour moi. Peut-être plus que de la légitimité, moi ce que j'entends, c'est la question de l'autorisation. Est-ce qu'on s'autorise à écrire ou pas? Et très souvent, cette autorisation-là, elle est verrouillée. Soit parce qu'on dit « j'ai pas l'âme d'un écrivain, d'une écrivaine, j'ai rien d'intéressant à dire ». Bon, voilà, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Le fait d'avoir été sollicité comme ça t'a obligé à sortir de ta grotte et à dire « bon allez, j'y vais. » Exactement. J'y vais, j'ose le faire. Sans cette... entre guillemets, pression extérieure liée à, parce que pour moi l'engagement est important, donc je me suis engagée auprès de cette personne à écrire un livre, ou en tout cas à participer à un livre collectif, mais en tout cas moi c'était ma première expérience d'écriture, et bien en fait je me devais de le faire, même si le timing, les délais, etc., c'est pas rentré complètement, mais en tout cas je me suis mise en mouvement pour. Et tout ce que tu dis là, ça me parle beaucoup parce que je me suis à ce moment-là confrontée à, voilà, j'étais devant une feuille, syndrome de la page blanche, je sais pas quoi dire, je panique. Bon, en fait, j'abandonne. En fait, ça, c'est les premiers trucs qui sont arrivés. Waouh, ça donne envie. Ça, c'est parce que c'était vraiment... je pense que là où c'est venu me chercher, c'est que c'est venu me chercher sur ma créativité, ma capacité à créer. Et ça, en fait, je pense que j'y croyais pas au tout début. Je pense que je pensais ne pas être créative. Je pense que l'histoire de la page blanche aussi, au-delà de la créativité, effectivement, on se dit est-ce que je suis créatif ou pas? Et très souvent, les gens, quand on pose la question, ils répondent non, moi je ne suis pas du tout créatif. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts, comme s'il fallait être créatif, il faut fabriquer des choses ou faire des peintures, etc. Il y a aussi cette question d'être face à une page blanche ou un écran blanc. Ça nous ramène à quelque chose qui est du scolaire et où on se dit « Ah mais non, mais j'ai rien dans la tête, je n'ai rien à dire », comme si tout d'un coup, tout devait descendre comme par magie et hop, on a juste à écrire et ça vient. Mais le processus, il ne se fait pas comme ça, il se fait par étapes, par des étapes où on bloque. Après, on se dit « Ah mais si, j'ai un petit début de quelque chose », donc on tire la ficelle et après ça repart, etc. Bon bref.
Donc c'est peut-être ça qui t'est arrivé ensuite, parce que comment tu as dépassé le syndrome de la page blanche? Ouais, c'est intéressant. D'abord, je me suis dit, pour être créative, tu n'as pas besoin d'être un génie, déjà. Très bien. T'enlèves une grosse pression. Exactement. C'est-à-dire que, pour moi, la créativité, c'est ce que tu décrivais là. Moi, j'ai eu un grand-père très créatif, musicien professionnel, l'oreille absolue, donc une grande facilité et un accès très, très simple et direct à la créativité. Et comme pour moi, c'était pas aussi facile que ce que j'imaginais que ça l'était pour lui, eh bien en fait, je considérais que je n'étais pas créative. Donc il a fallu d'abord quand même que je dépasse cette croyance. Et comment j'ai dépassé cette croyance? Alors moi, je fonctionne plutôt en mode plaisir. Là, j'ai fonctionné en mode obligation, c'est-à-dire je dois quelque chose à quelqu'un. Non, tu as fonctionné donc en mode engagement. Engagement, voilà, c'est ça, engagement. Donc je me suis engagée auprès de cette personne, donc je vais y aller. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que tout ça parle de la peur. Et de ma capacité à m'autoriser à rencontrer ma peur. Parce qu'en fin de compte, j'avais face à ma page blanche, donc je m'énervais, j'y arrivais pas, etc. Et j'avais 2 solutions qui s'offraient à moi. La première, c'est de prendre mes jambes à mon cou, la fuite, forcément, face à la peur. Changer de numéro de téléphone, voilà. Pour pas que l'éditeur te retrouve. Disparaître complètement, aller vivre à l'autre bout du monde, ce qui était assez séduisant sur le papier. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était pas mon choix. Ou bien dépasser. En fait, c'est vraiment un loquet. Oui, c'est ça. C'est pas l'Everest comme émotionnellement on l'imagine. C'est vraiment un loquet. Et pour ça, en fait, j'ai eu besoin d'avoir accès à une partie de ma raison. Et donc, dépasser la peur émotionnelle pour revenir à quelque chose de beaucoup plus pensé, en fait. Et voilà, exactement. Et moi, donc mon truc pour m'aider à dépasser ma peur, c'était d'être dans un environnement que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que pour écrire, aujourd'hui, après avoir essayé plein de choses, j'ai besoin d'être dans un café avec plein de monde autour de moi. Par exemple, si je suis seule dans une pièce, ça m'angoisse. Donc, j'ai besoin d'être dans un café avec plein de monde autour de moi. De la musique, de concentration plutôt, pour m'isoler quand même. Mais je sens qu'il y a une présence et en même temps, je suis avec moi et pas, pas déconcentrée ou avec un manque d'attention avec les autres. Et puis là, en fait, ce que je me dis, c'est que je pars de l'existant. Je note quelque chose. Moi, ça c'est vraiment mon truc. Je fonctionne beaucoup en anecdote. Donc, je vais partir d'une anecdote que je rencontre dans mon cabinet ou que j'ai rencontrée dans ma vie. Histoire vécue. Tu prends Exactement. les histoires vécues. Et je note toutes les histoires vécues de manière très factuelle. Donc là, en fait, j'ai pas besoin, entre guillemets, de faire appel à mon imagination. Oui. Ce qui me fait peur, en fait. Tu fais appel à ton souvenir, puisque c'est des choses que tu as vécues. Donc exactement. Et à partir de ce souvenir-là, eh bien ensuite, j'en sors. Mes bouquins sont des bouquins pédagogiques, donc j'en sors ensuite un enseignement. Et donc, en fait, c'est comme ça. Et donc, par petits morceaux. Et ensuite, j'assemble tout. Voilà. Donc, en fait, Jessica a devancé ma deuxième question qui était quel est ton processus créatif? Ça y est, on le sait. Un café, du bruit, de la musique de concentration, des petites anecdotes, un enseignement et hop, tu reconstruis le puzzle après. Oui, moi j'ai fonctionné de cette manière-là. Je sais que beaucoup d'éditeurs, notamment, demandent en amont une structure. C'est très flippant pour moi parce qu'en fait, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est-à-dire que pour moi, la structure, elle naît après avoir posé les différentes briques. Voilà. En fait, en gros, je dépose toutes les briques devant et ensuite je les monte ensemble. Donc ça, c'est exactement le même processus que moi je vous montre dans la fabrique à écrire, qui est jeter d'abord vos idées, après commencer à catégoriser, donc anecdotes, enseignements, etc. Et ensuite, il y a un plan qui va émerger. Mais c'est vrai que les éditeurs, ils veulent être rassurés, ils disent « donnez-moi une structure, donnez-moi un plan ». Donnez un plan. Et ne le suivez pas. Donc, donnez un plan et faites ce que vous voulez après derrière. Si vous commencez par le plan, vous allez vous coincer dans un angle, vous allez vouloir coller et faire rentrer tout dans votre plan et vous vous coupez d'un tas d'éléments créatifs qui peuvent arriver. Donc, si l'éditeur a vraiment besoin de quelque chose, en général, on fait une note d'intention, on explique de quoi on veut parler et on dit il y aura une partie là-dessus, là-dessus, là-dessus. S'ils veulent quelque chose de beaucoup plus structuré, faites-le de façon très scolaire et académique, comme on faisait nos dissertes, c'est-à-dire voilà mon plan et je fais rentrer à coups de chausse-pied toutes mes idées. Et puis après, autorisez-vous à pas forcément suivre le plan que vous avez donné, mais laissez émerger un autre plan. Donc toi, est-ce que cette façon de faire, elle est toujours vraie depuis le début où tu as commencé à écrire tes livres jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?
Est-ce que tu arrives plus facilement à écrire parce que tu as déjà expérimenté la peur, la légitimité, le blabla? Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui ou bien il y a toujours un petit moment de panique? Alors, il y a toujours un petit moment de panique. Ok. L'expérience n'y fait rien, en fait, c'est ça. En fait, si, l'expérience y fait beaucoup, mais pas sur le moment de panique, Ah. sur la manière dont je le vis par la oui. suite. Donc, C'est-à-dire qu'avant, le moment de panique, il prenait tellement d'espace Oui. que ça me faisait perdre du temps et que Oui. je procrastinais énormément. Oui. Aujourd'hui, il existe ce moment de panique, Oui. je le connais. Je dialogue un peu avec et ensuite je peux m'y mettre plus facilement. C'est bon, laisse-moi tranquille. Ouais. Et en fait, au-delà de ça, je ne vais pas devancer une question. Peut-être qu'elle est déjà là, donc je vais pas trop en dire, j'en garde un peu. Mais en fait, mon aide, elle est corporelle à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je prends le temps de respirer, de m'installer et de remarquer qu'en fait, ma peur, elle est très instinctive. Quand je suis face à ma page blanche, je ne suis pas devant une horde de zombies qui va me manger ou un tigre mangeur d'hommes qui va me bouffer. Mais ça, j'ai quand même le besoin d'abord respirer, le sentir dans mon corps que je ne suis pas en danger et ensuite pour le penser, en fait. C'est ça. Il y a vraiment de ça. transformer la peur en trac. Parce que le trac, c'est bien d'avoir un peu le trac. C'est toujours bien, quand même, on a un peu cette envie de bien faire. En fait, le trac, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est normal que tu appliques quand même des techniques dont tu parles dans tes livres, c'est-à-dire de revenir sur le corps. Sinon, tu ne serais pas très aligné avec ce que tu racontes, quoi. Donc, très bien. Ma troisième question, en quoi le fait d'écrire des livres, ça a changé quelque chose pour toi dans ton activité ou dans ton business ou en termes d'expertise et de notoriété, j'allais dire. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tout de suite, forcément, émerge quelque chose parce que je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés. Alors moi, j'ai une relation très particulière d'amour avec la question de la voix, VOIX. Donc je chante, etc. Et pour moi, la voix, c'est assez génial. Et donc la radio, c'est un espace d'expression que j'adore. Et donc particulièrement, France Inter, je le dis, c'est pas grave, c'est comme ça. Et un jour, une des personnes qui prépare une émission de France Inter m'a appelée et m'a dit, voilà, est-ce que vous voulez bien intervenir dans telle émission parce que j'ai vu votre livre et que ça nous intéresse. Et là, j'avais vraiment le cœur qui battait parce que pour moi, en fait, je me voyais ado devant mon premier amour. Voilà, il y a quelque chose de fantastique. Et donc, je peux dire que l'écriture et le livre m'a permis de réaliser un rêve quand même. Oui, ça t'a ouvert la voie des médias parce qu'au-delà de France Inter, tu es allée sur d'autres radios, mais aussi à la télé, donc toujours en tant qu'experte. Absolument. Et donc, en fait, ce que ça m'a permis, pour répondre plus précisément à ta question de manière plus raisonnée qu'émotionnelle, ça m'a ouvert des portes forcément sur les médias. Ça m'a permis d'asseoir une forme de notoriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients qui viennent me voir, ils savent que j'ai écrit des livres et je vois très bien que le fait qu'il y ait un livre, que je sois auteur ou autrice d'un livre, ça assoit une forme de légitimité et du coup, eux sont beaucoup plus en confiance. Oui, ça assoit une compétence, c'est sûr. Oui, exactement. C'est encore très présent. La question du livre, on le dit, on le répétera, je le répéterai à chaque interview, le livre, ça assoit une expertise, on se dit, ah d'accord, donc la personne s'est posée à penser, à structurer sa pensée, etc. Donc, ça donne quelque chose, surtout dans ce type de livre, le livre pédagogique ou le livre de développement, etc. Et je me permets juste de rajouter quelque chose, c'est que non seulement ça donne une confiance aux clients, mais effectivement, c'est très juste, moi ça m'a permis vraiment de structurer. Et en fait, écrire des livres parfois aussi m'a permis de créer des accompagnements spécifiques, des formations spécifiques. Et moi je pense que c'est vraiment un exercice de pensée très structurant qui peut vraiment nous aider aussi après à développer notre business. Oui, à développer tes offres de ou formation, les offres, ou les accompagnements, exactement. Ouais. Ok, super. Alors une dernière question pour finir cet entretien. Si tu avais un conseil à donner à nos spectateurs et futurs écrivains, ça serait lequel sur la question de l'écriture? Quel est le conseil qui pour toi est vraiment celui que tu as envie de partager aujourd'hui? Un seul? Non, allez, vas-y, deux. Voilà, c'est toujours ça, les enfants, on leur donne un peu, ils prennent plus. Donc, voilà, deux conseils, c'est à deux conseils précieux. Ouais. Le premier, il est plutôt mental. En fait, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de croire en soi. Mais qu'est-ce que ça veut dire de croire en soi? C'est de lâcher la projection de ce que devrait être quelqu'un qui écrit. Et de se dire, j'y vais. Je pense que l'écriture de mes petits carnets intimes le matin m'ont aidé à me dire je couche sur le papier
tout ce qui me traverse, quelle que soit la qualité de ce que je vais écrire. Donc en fait, on s'en fout dans un premier jet, que ce soit juste, que ce soit beau, que ce soit... En fait, écrivez, juste écrivez. Oui. Donc ça, c'est mon premier... L'autre chose, ce qu'il y a derrière dans ce que tu dis, si j'ai entendu, et ça reboucle avec ce que tu disais avant, c'est ma voix compte. Oui. Ma voix compte vraiment, ce que j'ai à dire, c'est important, donc je peux être entendue par les autres. Absolument, c'est très beau lien. Deuxième chose, installez-vous dans votre corps, enfin s'installer dans son corps et respirer. Vraiment respirer, mettre les 2 pieds au sol. Quand on sent que la panique monte, parce que la panique peut monter, le processus créatif, ça vient nous confronter à quelque chose d'identitaire très profond. Oui. C'est important qu'on se réinstalle à l'intérieur de soi. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Respirer, m'installer dans un environnement qui me plaît, me faire plaisir, être dans un environnement sécuritaire et qui me plaît. Et ensuite, je vais pouvoir sortir de ma zone de confort. Oui. Voilà. Et en fait, c'est assez fondamental pour moi. Et puis, quand il y a ces blocages aussi, au-delà de la respiration, je ne sais pas si toi tu le fais, mais de dire, ok, je ferme mon ordinateur, je vais faire un tour. Quand je reviens, ce qui me semblait super compliqué, c'est libérer. J'en parlais ce matin avec quelqu'un que j'accompagne en individuel sur la fabrique à écrire et qui disait oh, j'ai jeté mes idées et j'avais l'impression que c'était n'importe quoi. Donc j'ai fermé. Je suis partie 3 jours en week-end prolongé. Quand je suis revenue, en moins de 2 heures, tout était organisé et c'était hyper facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a du repos, il y a de la prise de distance. Donc parfois, quand on est confronté à de la panique comme ça face à sa copie, c'est respirer, mais respirer vraiment. Aller faire autre chose et à ce sujet, moi, j'ai entendu une émission qui était très intéressante sur la pensée scientifique et de dire, ok, en fait, les scientifiques sont aussi des créatifs. Ce qui était très intéressant, il disait qu'en fait, le processus créatif intervenait évidemment consciemment, mais aussi inconsciemment. Et donc, ces pauses, en fait, elles permettent au processus créatif de pouvoir vivre inconsciemment, parce que si on le cantonne à un espace conscient, on le coupe de son entièreté et de sa complétude. Et donc ça, c'est super important. Et ce que je voulais quand même exprimer, c'est que en fait, écrire, se relire, c'est juste un kiff incroyable. Enfin, moi, ça me touche la rien que d'y penser. Je me souviens de moments où je vais relire ce que j'ai écrit et être hyper touchée en me disant « Waouh, c'est moi qui ai écrit ça ». C'est très satisfaisant pour soi. Je trouve que c'est un processus qui est bon pour l'estime de soi aussi. Ouais, la confiance en soi. Et la confiance en soi. Merci Jessica, c'est joli de terminer sur cette histoire d'estime de soi. Merci à toi, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao ciao.